Et ça y est, on peut reprendre enfin notre vidéo sur le Pohamar, donc philosophe of all Moyen-Âge et Renaissance. Voilà, il était temps qu'on reprenne. Alors, donc la dernière fois on s'était arrêté avec le Moyen-Âge, et maintenant on va pouvoir commencer avec la Renaissance. De mes cendres viendra sûrement la Renaissance, maman. Donc la Renaissance, petit disclaimer avant, c'est une période historique qui est particulière d'un point de vue philosophique, mais pas que en réalité. Déjà, c'est difficile de déterminer un début et une fin de la Renaissance. J'ai fait des choix, ils sont hautement critiquables, et je m'en fous. Autre chose à savoir, c'est que donc pour les philosophes en tant que tels, ça va être difficile de mettre la limite entre philosophe et non-philosophe. Dans le sens où, par exemple, Machiavel, qui est unanimement considéré comme étant un philosophe de la Renaissance, bah, lui-même, je suis pas sûr qu'il se considérait comme étant un philosophe. Et je dirais même que ça va au-delà de ça, c'est que son écrit n'est pas purement philosophique, il est aussi historique, littéraire, et donc on n'est pas sur un traité de philosophie, quoi. Ce qui fait que ça rend difficile à classer ces auteurs. Donc bon, j'ai fait le choix d'en mettre certains, pas d'autres. C'est comme ça nous donne quand même un petit aperçu de ce qu'on pouvait produire à la Renaissance. Mais voilà, il en manque, bien évidemment. Il y en a qui sont là et certains auraient pu dire qu'on ne devrait pas les mettre. Je pense que celui qui manque le plus évident, enfin de manière la plus évidente, c'est Rabelais. J'ai pas mis Rabelais parce que je considère que la limite était franchie entre le philosophe et l'écrivain, et que Rabelais est définitivement un écrivain avec un sens philosophique très profond. Là où les autres, par exemple More, qui souffrent un peu du même problème, hein, puisque l'utopie, d'une certaine manière, c'est une fiction, etc., c'est moins le cas. More, c'est moins caché la fonction philosophique de son texte. Là où Rabelais, je trouve que ça l'est plus. Voilà. C'est critiquable, mais c'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, vous faites une chaîne YouTube et vous faites la tier list vous-même. Je rencontre une fille saine, en terminale elle devient ma meuf officielle. Donc le premier c'est Marcille Ficin. Alors Marcille Ficin, que vous ne connaissez pas, hein, inconnu au bataillon bien sûr. C'était un philosophe italien qui a contribué à un nouvel essor du néoplatonisme. Donc pour ceux qui se rappellent, le néoplatonisme c'est Plotin. En gros, il a relu Plotin et ses théories à la Renaissance, donc à travers un humanisme. Ce qui fait que, globalement, toute sa théorie de l'un, etc., elle est conservée. Donc, comme chez Avicenne, hein, on a bien cette théorie de une unité première qui ensuite devient de plus en plus multiple et qui perd en qualité, mais relue avec un regard humaniste. Donc, la multiplicité, ça a certes moins de valeur que l'unité. Pour autant, l'être humain a une place particulière puisque c'est le seul être qui a un corps et un esprit en même temps. Et pour toute sa vie. Donc, l'être humain a un statut particulier dans l'ontologie, la science de ce qui est. Dans tout ce qui est, l'être humain est particulier parce qu'il peut accéder à la fois aux choses spirituelles et aux choses matérielles. Donc, même s'il il a moins de valeur que Dieu et les anges, etc., on sent quand même que l'être humain est mis sur le devant de la scène. Voilà, on pense une philosophie à hauteur d'homme et en pensant la particularité de l'être humain. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer la Renaissance avec Marcille Ficin et pas avec Nicolas de Cuse, par exemple. Parce que voilà, je trouve que on rentre bien dans le thème. Parce que bien évidemment, la Renaissance, c'est l'humanisme, c'est le fait de remettre l'être humain au centre du monde. Et au centre des théories, tout simplement. Donc voilà. Alors, Ficin, pour moi, il va pas dans habile, parce que ce qu'il propose, c'est une relecture du néoplatonisme, mais qui est quand même moins marquante que celle d'Avicenne ou d'Al-Farabi. Mais par contre, il a tout à fait sa place dans Malin. Parce que, bon, déjà, le néoplatonisme, c'est pas facile. Donc, il faut être un peu malin pour se l'approprier. Et voilà, ça reste quand même intéressant. Donc dans Malin. Alors j'écris et revisite l'encyclopédie.
Donc le suivant, c'est celui qui a le nom le plus stylé de la tier list. J'ai nommé Jean Pic de la Mirandole. Voilà, un blast comme ça ne s'invente pas. Alors Jean Pic, qui c'était? C'était un Italien, encore. Pas mal d'Italiens dans la Renaissance. D'ailleurs, oui, il n'y aura plus que des Européens. Et des Européens occidentaux qui plus est. Pourquoi? Parce que, donc, dans l'Europe de l'Est, l'Empire byzantin s'est effondré. À la place, c'est l'Empire ottoman. Et donc, c'est une période d'instabilité, de changement, ce qui fait que les intellectuels ont fui, en fait, l'Empire byzantin, pour se réfugier dans l'Europe de l'Ouest. Ce qui explique d'ailleurs la redécouverte des textes antiques, enfin d'une partie des textes antiques, et notamment des textes platoniciens. Voilà, donc ça c'est pour l'Europe de l'Est. Pour ce qui est du monde musulman, les musulmans sont chassés d'Espagne, c'est là-dessus que s'ouvre l'époque moderne, enfin, une des possibilités de l'ouverture de l'époque moderne, l'autre étant la chute de Constantinople. Donc il n'y en a plus du tout en Europe. Enfin, il n'y a plus de pays officiellement musulmans en Europe, en dehors des Turcs, enfin des Ottomans de l'Europe de l'Est, mais dans l'Europe de l'Ouest en tout cas il n'y en a plus. Et en plus de ça, je l'avais dit la dernière fois, les portes de l'Ijtihad sont fermées, il n'y a plus d'interprétation possible du Coran, ce qui fait que parler de philosophes musulmans, c'est compliqué. C'est pas vraiment le cas. Donc, ça, c'est pas possible. Et enfin, le reste du monde, qu'on n'a pas abordé dans la vidéo d'avant. En Amérique, les peuples sont trop occupés à se faire coloniser et génocider pour pouvoir produire un savoir philosophique. Et en Asie, le Japon est fermé sur lui-même, donc on n'a pas de traces. La Chine se referme sur elle-même aussi. Et le reste, il y a des comptoirs commerciaux, mais il n'y a pas d'échange philosophique majeur. En fait, on se contente d'appliquer le bouddhisme et de le revoir, mais il n'y a pas d'émergence philosophique. Voilà. Pour ce qui est de l'Océanie, j'en sais rien, je connais pas. Et pour l'Afrique subsaharienne, pareil, je connais pas suffisamment. Mais voilà, pour situer un petit peu, pourquoi est-ce qu'on voit des philosophes occidentaux uniquement? C'est parce que c'est une période qui est très courte à la Renaissance, et sur cette période-là, il faut dire ce qui est, hein, l'Europe occidentale domine largement le monde, déjà, et ça a duré encore quelques siècles. Voilà. Donc Jean-Pic de la Mirandole, son objectif à lui, c'est quoi? C'est de recenser tous les savoirs de son époque. Donc il a voyagé dans toutes les grandes villes d'Europe, et hop, il a pris un petit carnet, il a noté. Et à partir de ça, formuler un nombre de thèses à débattre. C'est-à-dire que en physique, il y a tel débat, je note. Il y aura un débat d'organiser. En théologie, il y a tel débat, je note, etc. Et ensuite, il a convoqué tout le monde, à ses frais, parce que c'est un mec qui était pété de thunes, bien évidemment, sinon il n'a pas pu écrire, à ses frais, il invite tout le monde, et on débat. Le problème, c'est que l'Église, les débats, pourquoi pas, à condition de ne pas remettre en cause les dogmes, c'est-à-dire on ne fait pas de débat finalement. Donc l'Église lui a dit non, 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 Jean-Pic, mauvaise idée. Et ce qui fait que Jean-Pic, il l'a eu dans le baba. Donc voilà, c'était un projet qui était louable, un véritable projet de rat de bibliothèque, mais ça n'a pas pu se concrétiser. Dommage pour Jean-Pic. Malgré tout, il a quand même écrit quelques trucs, notamment un texte qui est connu sur la dignité humaine, comme liberté, etc. Mais voilà, il aurait pu percer avec ses thèses, mais en fait, est-ce que c'est vraiment lui? Non, c'est plus les gens qui ont fait des thèses. Donc Jean-Pic, c'est un peu le gars sympa qui va compiler les travaux des autres, mais qui de lui-même va pas produire la panacée, quoi. Enfin, c'est pas Byzance, Jean-Pic. Donc Jean-Pic, ça me fait un peu mal au cœur parce que moi je l'aime bien, j'ai une sympathie pour ce mec-là, mais il va aller dans Philoflop. Voilà, c'est un philoflopper, dans le sens où est-ce que son seul projet, ça a flop. Il a écrit un bouquin, oui, mais qui lit Jean-Pic de la Mirandole? Personne. Qu'est-ce que ça a changé dans l'histoire de la philosophie? Je suis pas sûr que ça ait changé grand-chose, donc voilà, désolé Jean-Pic. Désolé pour les lapsus, elle a même enlevé son top, elle est pas d'ici, genre en asthme, je lui dis que moi aussi je viens d'ailleurs. Alors là on a une figure qui est beaucoup plus connue, Erasme, qui a donné son nom à Erasmus, ce programme de débauche et d'absence totale d'études en études supérieures. Voilà, toute personne ayant fait Erasmus sait ce qu'il en est, c'est un vide intellectuel considérable, mais bon, au moins c'est une ouverture culturelle. Pas sûr que la fin du mot soit présente dans l'ouverture, mais ce n'est pas grave. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a beaucoup œuvré pour
l'humanisme, hein, comme tous. Donc pareil, l'homme au centre de tout, une vision très lettrée du monde. Voilà, donc il a travaillé sur l'éducation, c'est pas pour rien. Hein, l'éducation, comment est-ce que je fais en sorte que autrui s'achemine à la vérité sans pour autant le priver de liberté. Enfin, c'est tout un tas de questions qui sont super intéressantes, hein, l'éducation. Hein. C'est comment aliéner quelqu'un pour le rendre libre, en gros. Donc c'est nickel. Donc il a réfléchi là-dessus, il y a son fameux éloge de la folie, voilà, bon. Pas mal de petits textes qui sont sympas. Maintenant, encore une fois, c'est pas Byzance, hein, c'est pas grandiose. Enfin, disons que comparé à Marcille de Ficin, philosophiquement, c'est un peu pauvre, quoi. C'est un peu maigrichon. Malgré tout, voilà, il a quand même réfléchi à deux trois trucs, c'est intéressant. Il a un vrai héritage. Après, c'est plus pour le symbole que pour les idées, on va pas se mentir. Donc il va aller dans demi-habile. C'est quand même mieux que Jean Pic, hein, faut pas déconner, Erasme, il y a une plus grande postérité, mais c'est pas non plus folichon, quoi. J'écris Nicolas Machiavel. Bon, le suivant, j'allais dire, t'as besoin de le présenter, mais oui, même s'il est excessivement connu. Bien évidemment, Nicolas Machiavel. Comment faire une vidéo sur les philosophes de la Renaissance sans parler de Machiavel, hein, c'est quand même le philosophe de la Renaissance le plus connu au monde. Il a donné le fameux machiavélique, hein, voilà, quelqu'un qui est méchant, oh là là, il fait tout pour ses intérêts, il est machiavélique, qui ne correspond absolument pas, bien évidemment, à ce qu'a écrit Machiavel, mais ça c'est normal, hein, c'est comme... tout comme Épicurien ne correspond pas à ce qu'a écrit Épicure, Machiavélien ne correspond pas à ce qu'a écrit Machiavel. Le point commun entre les deux, c'est que dans les deux cas, la religion chrétienne n'était pas contente de ce qui a été écrit, donc elle a tué pour le décrédibiliser. Voilà, globalement c'est ça, hein, c'est Machiavel, alors c'est pas que la religion chrétienne, hein, il y a aussi les stoïciens pour Épicure, les platoniciens, les aristotéliciens, bref, tous ceux qui sont pas épicuriens, pour Machiavel c'est un peu la même idée, hein, c'est tous ceux qui sont pas machiavéliens, ils ont dit « Oh dis donc Nicolas, c'est pas fameux ce que t'écris là, allez hop, immoral, pardon, oui justement, immoral. » Parce que lui, ce qu'il défend, c'est pas l'immoralité, c'est la moralité, ce qui n'a strictement rien à voir. La moralité, c'est le fait de considérer que on ne doit pas se soucier de la morale. L'immoralité, c'est de faire des choses qui ne sont pas morales, qui sont mauvaises. Machiavel, c'est absolument pas ce qu'il dit. Dans Le Prince, qui est donc son ouvrage le plus connu, même si ce n'est pas son seul ouvrage, hein, il y a aussi les Discorsi et d'autres ouvrages dont le nom m'échappe. Mais voilà, il n'a pas écrit que Le Prince, même si c'est majoritairement pour ça qu'on le retient. Donc Machiavel, il invite en fait à considérer la politique de manière pragmatique, c'est-à-dire à se dire, ok, la cité idéale de Platon, c'est sympa. Je veux dire, tout le monde a envie de vivre dans une cité idéale. Pour autant, quand on regarde comment sont organisées les cités aujourd'hui, elles ne sont pas idéales, non. Donc il faut partir du concret pour arriver au moins mauvais possible. Et donc, pour ça, s'il faut mentir au peuple, mentons-lui. S'il faut massacrer une partie de la population, massacrons-les. Mais faisons-le dans les règles de l'art. Et donc, forcément, ça peut amener à des lectures un peu la fin justifie les moyens, oulala, c'est un salopard. Sauf que la phrase complète, c'est si la fin est bonne, la fin justifie les moyens. Donc, pour Machiavel, ce qu'il faut, c'est un État stable pour pouvoir permettre une république des lettres, en gros. Genre un État où est-ce que chacun peut être un minimum épanoui, que ce soit pas la guerre civile tout le temps. Voilà quoi, il veut une société qui marche. Et pour qu'une société marche, il faut parfois tricher un peu, il faut aider un peu. Parce que tout le monde a envie d'une société qui marche, mais plus que ça, tout le monde a envie d'être celui qui dirige la société qui marche. Et donc la première chose à faire, c'est de s'installer au pouvoir. Et donc le prince, c'est exactement ça. Comment est-ce qu'on fait pour s'installer au pouvoir ? Et donc, forcément, il faut des magouilles, etc. Voilà, il est quand même fasciné par César Borgia, qui n'était pas le dernier à magouiller, avec son père, qui était le pape. Voilà, c'est tout un tas de magouilles. Bref, Machiavel, c'est très agréable à lire. Le Prince, en tout cas, est très agréable, parce que c'est beaucoup d'exemples historiques, c'est très court. On sent qu'il y a une profondeur philosophique, et on a beau creuser, on se rend compte qu'en fait, on n'en fait jamais le tour. Donc c'est vraiment très bien. Les Discorsi, je ne les ai pas lus, mais il paraît que c'est bien aussi. Maintenant, c'est circonscrit à la politique. Et c'est un peu le défaut de Machiavel, c'est que
Bah, en fait, il a écrit ce texte pour des raisons politiques, pour redorer son image auprès des Médicis qui ont conquis Florence, et lui, il était dans le camp adverse, donc il a été chassé, et là, il essaie de revenir, pitié, s'il vous plaît, je suis un homme politique, tout à fait capable, j'ai des qualités, recrutez-moi, regardez, j'ai écrit un super texte. Mais du coup, il a écrit sur la politique. Et le reste de sa vie, en fait, il a exercé la politique. Mais l'écriture en tant que telle, voilà. Alors attention, hein, c'est un mec qui avait une culture phénoménale, très intelligent, tout ça. Mais il a parlé que de politique, donc ça peut pas excéder malin. Euh, Je vais quand même le mettre dans malin. Je le mets dans malin, mais parce que quand même, enfin Machiavel, c'est vraiment malin. Mais ça peut pas aller au-delà parce que il a pas une pensée philosophique. Enfin, quand on compare Machiavel à Thomas d'Aquin, Occam ou Al-Farabi, bon, Machiavel, il les regarde un peu comme ça, quoi. Genre, il est en dessous, c'est un fait. Je baisse des meufs sans visage, à la recherche d'un sursaut de vie. Je transforme nos projets en mirage, notre avenir ensemble c'est qu'une utopie. Puisqu'on parle d'en dessous, Thomas More. Alors Thomas More, qui c'était? C'était un Anglais, donc avec Erasme, pour l'instant c'est les deux seuls non italiens, donc voilà, qui donc a vécu pendant la Renaissance, sous le règne d'Henri VIII. Alors Henri VIII, si je le précise, c'est que ça a son importance, c'était donc un roi anglais, gros, particulièrement désagréable, capricieux, qui a fondé l'anglicanisme, donc la religion dominante en Angleterre, et qui est notamment célèbre pour s'être battu contre François Ier en 1 contre 1 sous une tente. En gros, François Ier l'a invité pour tenter de faire avec lui une alliance contre Charles Quint. Bon, ça a capoté. Pourquoi? Parce que François Ier lui a dit « Tiens, on a qu'à s'amuser, on se fait une petite lutte amicale ». François Ier fait 1m90, c'est une tonne de muscles. Face à lui, Henri VIII, c'est un petit gros qui est asthmatique. Forcément, le petit gros s'est fait malaxer. Bon. Le problème, c'est que quand on est un roi, on a un ego comme ça. Et donc, forcément, ça peut pas passer. Ça peut pas passer. Donc, Henri VIII lui a dit Super François, merci d'avoir craqué le PEL, parce qu'il a endetté la France sur je sais pas combien d'années. Mais non, en fait, je vais plutôt m'allier à Charles Quint. Voilà. Donc, bon, on s'est bien fait baiser par Henri VIII, mais c'est pas une grande perte, étant donné que c'est quand même celui qui a inspiré le mythe de Barbe Bleue. Ça vous donne une idée sur le raffinement du type, quoi. On n'était pas. Voilà. Puis bon, l'anglicanisme, il a quand même fondé parce que il voulait divorcer et que le pape voulait pas. Donc, fonder une religion entière juste parce que tu peux pas baiser celle que tu veux. Bon, voilà, c'est quand on a 8 ans, pourquoi pas, quand on est roi d'Angleterre et adulte, moyen quoi. Moyen. Donc Thomas More, qui a donc vécu sous le règne et qui est mort aussi sous son règne, de ce charmant personnage, c'était un de ses conseillers. Le problème quand on conseille un type mégalo et débile, c'est que ça finit très souvent par se retourner contre nous. On l'a vu avec Sénèque, Néron lui a dit va te tailler les veines dans le bain, Sénèque l'a fait. Bah, Thomas More c'est un peu pareil, dans le sens où est-ce qu'il était avec Henri VIII et lui disait dis donc Henri, ce que vous dites là, c'est pas juste. Je vais vous prouver que c'est le cas. Il lui prouve donc que le roi a tort, le roi se dit ah en effet, vous avez tort, mais j'avais raison. Et donc, on va appliquer ce que vous dites, mais à condition que vous vous excusiez d'avoir eu tort, alors que c'est moi qui avais raison. Ce qui est bien évidemment faux. Donc Thomas More lui dit bah non, reconnaissez juste que vous avez eu tort, c'est pas grave, on l'applique, voilà. Et le roi lui a dit non, je ne reconnaîtrai pas que j'ai tort. Donc maintenant c'est vous qui vous excusez ou je vous coupe la tête. Et Thomas More a dit bah attendez, j'ai quand même pas m'excuser. Et il s'est fait couper la tête. Voilà. Donc bon, d'un point de vue réussite politique, Thomas More c'est quand même plus que moyen, je dirais même que c'est un peu nul. Pour ce qui est du reste, il est connu pour l'utopie. L'utopie, voilà, les fameux cours de français et de philosophie, paumé à terminale, l'utopie, utopos, le lieu qui n'existe pas, et en même temps le bon lieu, les deux traductions sont possibles en grec, c'est un subtil jeu de mots. Bon voilà, on n'est pas en cours, on s'en fout un peu. Globalement, c'est une île qui est administrée de manière hyper chelou, mais Thomas More dit que c'est la meilleure manière d'administrer. Alors je vous laisse lire si vous voulez aller lire, hein, c'est disponible en édition à 2 balles. Ça doit même être dispo en PDF gratuitement sur internet. Ça se lit bien, après on se dit qu'on n'a pas envie de vivre dans cette idée, dans cette cité idéale là, hein, parce que bon, on change de maison tous les 10 ans, rien n'est à nous, c'est pas possible de quitter le pays sans autorisation, enfin bon, ça fait un peu dictature sur les bords, mais voilà, c'est quand même un genre littéraire qu'il a créé, c'est une proposition politique
ma foi, plus qu'original à une époque où est-ce que les monarchies absolues s'affirment. Hein. Proposer une espèce d'état communiste, bon, c'est pas forcément dans l'air du temps. Donc c'est intéressant. Maintenant, d'un point de vue philosophique, bah, c'est un peu vite, quoi. Enfin, il reprend des éléments de Platon, en fait, dans son utopie, mais... Enfin, moi, je suis pas convaincu. Pour moi, ça va dans demi-habile et c'est déjà bien cher payé. Voilà, ça c'est déjà... Et vous savez quoi, j'ai même le rétrogradé. Voilà, hop, c'est moi qui décide. Il va dans Philoflop, le Thomas. T'es qu'un haineux, je suis au Maldives. Je suis dans l'histoire comme un jésuite. Alors, après Thomas More, qui écrivait donc bien, qui a fait un genre littéraire à lui, etc., on va voir l'école de Salamanque. Donc la photo, c'est Francesco Vitoria, et je prononcerai la française. Ce sont des Espagnols, voilà. Mais ça comprend aussi Suarez, parce que c'est quand même les deux figures de l'école de Salamanque, Vitoria, Suarez. Bon, il y en a plein, hein, en fait. Il y a Espilicueta, machin, Bidule, tout ça. Ils sont vraiment très nombreux. Donc je vais pas tous les citer. Voilà, il y a Soto aussi, qui est connu un peu, enfin, par 2-3 allumés, mais c'est tout. Donc l'école de Salamanque, c'est la contre-réforme. Donc pour expliquer un petit peu, l'Europe, à la Renaissance, c'est les guerres de religion. Il y a les catholiques d'un côté qui restent fidèles au pape, de l'autre il y a les protestants qui sont absolument pas d'accord entre eux, mais qui ont pour seul point commun de dire les catholiques c'est des cons. Donc voilà, ça se bagarre de tous les côtés. Et donc face à la réforme, qui est quand même un sacré truc, hein, c'est de dire bah en fait les catholiques vous appliquez mal votre religion. Les catholiques réagissent et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font une contre-réforme, c'est-à-dire si on applique bien, regardez, pam. Et donc, l'école de Salamanque, c'est la contre-réforme. C'est ceux qui vont dire, on est catholique, et on a raison de l'être. Bon, il y a eu quelques dérives dans le passé, peut-être, on a peut-être un peu déconné, mais en fait, pas tant que ça, regardez. Et donc, c'est une interprétation libre, on va dire, de la Bible, qui a eu des dérives diverses et variées, que les philosophes dignes de ce nom n'ont pas manqué de relever, et notamment Blaise Pascal, hein, dans ses Provinciales, qui dit globalement que Suarez et Victoria, ils sont bien sympas, mais que ce serait mieux si ils allaient s'occuper des moutons plutôt que d'écrire de la philosophie, parce que visiblement ils n'en sont pas capables. Voilà, en gros, c'est des types qui vont vous dire, tuer c'est mal, mais, et là on se dit, mais en fait, ça dépend de qui vous êtes. Parce que, imaginons que, en fait, c'est un peu le bon et le mauvais chasseur. C'est-à-dire qu'il y a le bon et le mauvais tueur. Le mauvais tueur, c'est un mec qui a quelqu'un qui l'agace et qui le tue. Ça, c'est un mauvais tueur. Alors que le bon tueur, c'est un mec, il y a quelqu'un qui l'agace et il le tue aussi. Sauf que lui, c'est un bon tueur. Parce que lui, il a de l'argent et du pouvoir. Et donc, bah... Enfin, si Dieu lui a donné de l'argent et du pouvoir, c'est que c'est quelqu'un de bien. Donc, enfin, s'il a tué quelqu'un d'autre, c'est que l'autre personne le méritait finalement. Voilà, donc, bon, bien évidemment, c'est caricaturé. Hein, mais globalement, ça mène à ce genre de dérive, hein, avec la casuistique, donc l'étude du cas par cas. Voltaire, on a aussi parlé. Et c'est du grand n'importe quoi. Heureusement, l'école de Salamanque ne se résume pas à ça, parce que sinon, il filait directement dans Padouf. L'école de Salamanque, c'est aussi la première pensée libérale, en fait. Ce qui est... alors bon, qu'on soit libéral ou anti-libéral, hein, après c'est un autre débat, mais il faut quand même reconnaître que c'est pas rien d'être le fondateur du libéralisme. On dit souvent que c'est John Locke, mais en réalité, quand on regarde de plus près, l'école de Salamanque, c'est déjà du libéralisme. C'est déjà une attention portée à l'individu comme étant capable de générer des richesses, etc. Enfin, faut pas oublier que l'Espagne, à cette époque-là, les mecs sont pétés de thunes. Les économistes, à cette époque-là, sont espagnols. Et oui, ça a changé depuis. Mais il n'empêche que, à la Renaissance, les grands économistes, c'est justement Azpilicueta, dont je parlais, qui est de l'école de Salamanque. C'est les mercantilistes, c'est des mecs qui vont penser la richesse, comment la produire, comment la répartir. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est quand même une pensée qui est très riche. Sans parler, bien sûr, de tout le pan théologique que je ne détaillerai pas ici, parce que c'est compliqué et parce que je ne le connais pas, qui est aussi, bon bah voilà, qui a mené à des dérives, hein, ça c'est sûr, mais bon, c'est les pères du jésuisme, en fait. Voilà, les jésuites, c'est l'école de Salamanque, d'une certaine manière. Donc, encore une fois, niveau héritage, ils se posent là, enfin, c'est quand même... ils sont très peu connus, et pourtant, toute la pensée occidentale est redevable à l'école de Salamanque. Donc je vais mettre dans ma main. Voilà. Je ne les aime pas. Ce sont mes ennemis
philosophique. Hein, voilà. En tant que Blaise Pascal le grand frère, je ne peux pas dire que j'aime l'école de Salamanque. En revanche, il faut reconnaître à ses ennemis leurs lettres de noblesse. Et là, Sartec. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. On quitte les affreux Espagnols pour enfin rentrer dans la plus grande nation philosophique de tous les temps, j'ai nommé le royaume de Francie. Et oui, puisque là, on a un Tchad, un vrai, deux vrais, j'ai nommé Étienne de la Boétie. Alors Étienne de la Boétie, qui c'était ? C'était pas un philosophe, c'était plutôt un magistrat, un homme de droit en fait. Hein. C'est vraiment ça qui, pour faire rire les copains, a décidé d'écrire un petit truc qu'on se passait sous le manteau et qui est devenu aujourd'hui le discours de la servitude volontaire. Le discours de la servitude volontaire qui est un ouvrage absolument génial. Si vous ne l'avez pas lu, allez le lire. Voilà, c'est vraiment... c'est super, franchement, pour avoir pas mal bossé dessus, il y a beaucoup de potentiel qu'on ne décèle pas forcément à la première lecture, mais c'est vraiment... Alors j'ai été interrompu par un cri absolument déconcertant, mais là n'est pas la question. Donc, la Boétie, c'est, comme je le disais, vraiment malin, dans le sens où il arrive à décrire le fonctionnement d'une société de manière très précise et absolument intemporelle. Il s'appuie sur des exemples historiques, même procédé que Machiavel, mais en parlant de son époque, même procédé que Machiavel. Et cela peut être tout à fait appliqué à notre époque. Et là, pareil, comme Machiavel. Mais il a des positions qui sont totalement différentes de Machiavel. La Boétie, il est encore d'actualité aujourd'hui, malheureusement, parce que la France Insoumise a nommé son institut de formation l'Institut La Boétie. Bon, c'est pas le débat de savoir si la France Insoumise c'est bien ou pas bien. Chacun se fait son idée. Mais sur le plan strictement philosophique, la France Insoumise n'a strictement rien à voir avec Étienne de la Boétie. Elle n'a pas compris Étienne de la Boétie, et ce n'est qu'une récupération d'un nom associé à des figures de révolutionnaires, de contestataires. C'est de la com, c'est du marketing, mais c'est pas parce que la France Insoumise a utilisé l'image d'Étienne de la Boétie et que vous aimez la France Insoumise ou que vous n'aimez pas la France Insoumise, que cela va conditionner votre lecture de la Boétie. Voilà, il faut vraiment séparer les deux. La Boétie n'a strictement rien à voir avec la France Insoumise et inversement. Voilà, il y a pas de... Enfin, bon, on pourrait rentrer dans un débat philosophique si on veut, mais ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir. Donc voilà. Maintenant, pour ce qui est de la philosophie en elle-même, c'est un peu le même problème que Machiavel, dans le sens où en fait, ça se limite à un ouvrage. Alors, la Boétie n'a pas écrit qu'un seul texte, hein, même s'il est mort très jeune. Il a aussi écrit un mémoire sur un édit. Donc, c'est du droit, mais ça a aussi des implications philosophiques. Et il a aussi écrit des poèmes. Mais bon, c'est pas... Enfin, les poèmes, bon, c'est rigolo, hein, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Donc... Je vais le mettre dans Malin, j'aimerais le mettre en plus parce que vraiment, c'est un peu mon chouchou, mais voilà, il faut savoir se restreindre. Malin, c'est déjà cher payé, on a plein qui l'ont mis dans demi-habile, on va pas se mentir. Mais quand on analyse le texte, franchement, on se rend compte qu'il y a une richesse philosophique qui est non négligeable. Je vous invite sérieusement à lire Étienne de la Boétie. De toute façon, l'avantage de la Renaissance, c'est que comme c'est pas vraiment des philosophes, que c'est à la fois plus et moins que des philosophes, ça rend les ouvrages beaucoup plus accessibles. Et du coup, c'est assez simple de rentrer par ça, surtout que c'est des ouvrages qui sont courts. Alors, pas pour l'école de Salamanque, hein. L'école de Salamanque, non, vous n'avez pas commencé par ça, mais voilà, l'utopie, le discours de la servitude volontaire, le prince, l'éloge de la folie, tout ça, ce sont des ouvrages qui sont courts, qui se lisent bien, qui ont un écho philosophique, mais qui ne sont pas que de la philosophie brute, et donc ça décourage moins, en fait, c'est moins pénible à lire que la métaphysique du Shifa d'Avicenne. Ou est-ce que là,
vous sortez d'une séance de lecture avec une corde autour du cou, quoi. C'est éprouvant, c'est difficile. C'est pas moins intéressant, hein, mais c'est pas la même lecture. Sur SKY, je passe sur OKLM, ça sent le gré Montaigne, pute les grosses fils. Bon, qui dit la Boétie dit Montaigne, bien sûr, les deux amis. Hein. Montaigne qui a cette fameuse phrase si on me pressait de dire pourquoi est-ce que nous étions amis, pourquoi est-ce que je l'aimais, je crois, enfin bref, en gros, pourquoi est-ce qu'on était amis, je ne pourrais que dire parce que c'était lui, parce que c'était moi, voilà, c'est beau, c'est Montaigne, Voilà, donc une amitié philosophique intense, hein, les deux ont beaucoup appris l'un de l'autre, même s'ils ne se sont pas côtoyés beaucoup, puisque la Boétie est morte très jeune, mais voilà, ils ont travaillé ensemble à Bordeaux, et puis ensuite, voilà, ils ont partagé une amitié philosophique. Montaigne, c'est le deuxième ou premier dans l'ordre des philosophes les plus connus de la Renaissance, hein, ça se tape avec Machiavel. Je pense que Machiavel à l'international est plus connu que Montaigne, mais voilà, Montaigne c'est absolument majeur, il traite de plein de sujets différents dans ses essais. Les essais, il faut se figurer que c'est un ouvrage qu'il a écrit une première fois, qu'il a fait imprimer, il l'a annoté, il a fait imprimer la version annotée, qu'il a annoté à nouveau, etc. jusqu'à sa mort en fait. C'est un ouvrage qui n'est jamais fini. C'est un ouvrage de retravail constant, avec des marges qui n'en finissent pas, tellement il rajoute de notes dessus. C'est l'œuvre d'une vie, en fait, véritablement, dans le sens où c'est pas la seule chose que Montaigne a fait dans sa vie, mais il a voué sa vie à l'écriture de cette chose. Il interrogeait le sens de sa vie à travers les essais. Voilà, globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Donc bon, c'est passionnant. Et puis les essais en eux-mêmes sont très intéressants, c'est plus long que les autres, hein. Mais par exemple il y a le chapitre 12 du livre 2, l'apologie de Raymond Sebond, qui est sûrement le passage le plus fameux. C'est un projet tout à fait envisageable pour quelqu'un qui n'a pas fait de philosophie. Et si on me demandait en fait quel ouvrage lire quand on n'a pas fait de philosophie pour se mettre à la philosophie, je dirais le chapitre 12 des essais de Montaigne, du deuxième livre du coup des essais de Montaigne, parce que l'étonnement philosophique provoqué par ce chapitre, normalement, il est universel. On ressort du chapitre en se disant « Ok, j'avais pas pensé à ça. » Voilà, ça bouscule dans nos croyances, c'est très, très stimulant intellectuellement, Montaigne. Puis c'est quand même plutôt bien écrit. Alors ça a vieilli, hein, bien sûr, mais c'est quand même bien écrit dans des versions qui sont adaptées en français moderne, ça se dit très bien. Donc voilà, je dirais Montaigne, c'est sympa. Et bien évidemment, bon, j'arrête le suspense, Montaigne va dans Habile. Voilà, il a traité de plusieurs champs différents. Il a une postérité quand même qui n'est pas négligeable. Descartes n'est pas Descartes sans Montaigne, par exemple. Donc voilà, enfin, c'est la remise en question des dogmes. C'est le scepticisme, l'héritage classique qui est remis au goût du jour, c'est aussi l'humanisme, c'est une préfiguration de la modernité. Bon, j'en plein de mots que vous comprenez peut-être pas, mais globalement, Montaigne, c'est une charnière, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait le deuil de toute une époque, de tout un tas de croyances qui ont été accumulées tout au long du Moyen-Âge, qui se démarque très frontalement de ses contemporains, et qui va annoncer la modernité. C'est vraiment... Non, Montaigne, c'est vraiment très fort, donc habile. Je crame le gros cul de Marianne, c'est pour ça que ça sent le bacon. Alors on aurait pu en finir avec Montaigne. C'est tout à fait quelque chose de pertinent. Pour autant, j'ai décidé d'arrêter la Renaissance à Francis Bacon. Pourquoi ? Bonne question. Parce que Bacon, en fait, il est à cheval entre la modernité et la Renaissance. Comme Montaigne, mais encore plus à cheval, Bacon. Et parce que... j'avais envie, voilà. Je trouvais que sinon la vidéo était trop courte sur la Renaissance, donc j'ai décidé de mettre Bacon. Donc Bacon, c'est un Anglais. Qui est le père de toute la modernité anglaise, hein, de Hobbes jusqu'à Hume. Ils peuvent se réclamer de Bacon parce que Bacon, c'est un empiriste. Donc c'est quelqu'un qui pense qu'on ne peut pas connaître en dehors de l'expérience. Bacon, c'est également quelqu'un qui va avoir une pensée politique proprement anglaise, avec un héritage d'une tradition de contre-pouvoir, en fait, si vous voulez. Bacon, c'est quelqu'un qui va également penser la connaissance humaine, à savoir comment est-ce qu'on peut
organiser, classifier les connaissances humaines. C'est quelqu'un voilà, qui a voulu organiser le savoir humain, en fait, en différentes catégories, etc. Et donc, cette démarche-là, elle n'est pas moderne, en fait. Le fait de vouloir organiser le savoir humain, le classifier, etc., c'est une démarche qui est plus humaniste que moderne. Donc, on sent qu'il est encore dans l'humanisme, mais il n'y a plus qu'un pied dedans, quoi. Le reste, c'est déjà rendu dans la modernité. Donc bon, je vais pas plus détailler que ça Bacon, dans le sens où est-ce que on arrive sur la fin de la vidéo et c'est pas... C'est un philosophe qui est intéressant, mais qui est assez méconnu. Donc en fait, Bacon, je vais le mettre dans aurait pu percer. Et ça va être le seul que je vais mettre là-dedans. Pourquoi ? Parce que les philosophes du Moyen-Âge, je l'ai dit, aurait pu percer, ça fait pas sens. Ils auraient tous pu percer, en fait. On les connaît pas assez. Et ils vont percer, c'est évident. Les philosophes de la Renaissance, on peut pas dire qu'ils auraient pu percer parce que c'est pas vraiment des philosophes. C'est... Voilà, je veux dire, même quelqu'un comme Jean-Pic de la Mirandole, il n'aurait pas pu percer parce que c'était pas forcément lui qui allait penser, mais les gens qui l'allaient inviter au débat. Étienne de la Boétie, on aurait pu le mettre dedans parce qu'il aurait pu avoir une carrière philosophique, mais il est mort trop jeune. Mais en même temps, il aurait pu aussi ne pas avoir de carrière philosophique, donc c'est trop facile de dire il est mort jeune. Bacon, il y a un contenu philosophique qui est assez connu dans le milieu philosophique. Hein. C'est pas un truc de hipster de dire j'étudie Bacon. Mais c'est un peu l'anglais qu'on n'étudie pas. C'est-à-dire que Hobbes, oui, on l'étudie, oui, il est connu. Ouais. Locke, oui, il est connu, on l'étudie aussi. Ouais. Hume, bah oui, enfin, c'est un écossais, c'est pas un anglais, mais bon, c'est la même chose. Il refusait son héritage écossais, donc à partir de ce moment-là, c'est un anglais. Mais oui, d'accord, Hume, il est connu, on l'étudie aussi. Ouais. Mais Bacon, bah... on a l'impression qu'il est un peu à part. Et la preuve, je l'ai pas mis dans la même vidéo que les autres. Il est là sans être là. C'est un peu le mec au fond de la salle qui nous regarde, qu'on voit très bien, hein, mais on le laisse de côté. On va pas chercher à aller fouiller de son côté plus que ça. Bien évidemment en dehors du monde de la recherche, mais le monde de la recherche ça compte pas. C'est que des hipsters dans le monde de la recherche. Tout le monde a un sujet hyper précis. J'étudie Bacon de 1601 à 1602. Bon, je suis désolé. C'est pas un projet de recherche ça. Enfin c'est un truc des hipsters, voilà. Mais dans le monde d'initier à la philosophie sans être chercheur en philosophie, bah Bacon il a un peu boudé, j'ai l'impression. Donc on va mettre dans aurait pu percer. Voilà. Et donc il ne nous reste plus qu'à élire le philosophe de toute la Renaissance et de tout le Moyen-Âge, ce qui est très dur, hein, parce que là on a de sérieux candidats. Abélard, non. Non, pas Abélard. De la même manière, Averroès, pour moi, non. Averroès, en fait, pour moi, c'est Avicenne en moins bien, donc non. Entre Al-Farabi et Avicenne, j'ai l'impression que l'élève a dépassé le maître. Donc, pas Al-Farabi. Occam et d'Aquin, c'est embêtant. C'est embêtant pourquoi ? Parce que Occam est plus singulier. Il a plus sa propre position. Là où d'Aquin, vous avez lu la Bible, vous avez lu Aristote, vous êtes capable de faire du d'Aquin. Vous n'aurez pas le quart de son intelligence. Vous ne produirez pas quelque chose aussi développé. Mais globalement, rien de nouveau sous le soleil. Donc, voilà. Montaigne, c'est trop littéraire, pas assez philosophique pour être le philosophe du Moyen-Âge et de la Renaissance. Même si j'aimerais, hein. Dans mon cœur c'est lui, hein. Je vais pas vous mentir, dans mon cœur c'est lui, c'est celui qui je pense est capable de plus construire les gens en tant qu'individu. C'est le moins hors sol en fait, si vous voulez. Mais bon, là on n'est pas là pour juger les mecs hors sol ou pas hors sol, les mecs qui peuvent nous construire ou pas. On est là pour juger les philosophes. Et je dirais que ça se joue entre du coup Avicenne, d'Aquin et Occam. Je vais dire que c'est Avicenne. Je vais dire que c'est Avicenne et je vais le justifier pourquoi. Avicenne, d'Aquin lui a beaucoup repris d'Avicenne. Avicenne, il a su prendre de l'islam, du néoplatonisme et de l'aristotélisme pour tout mélanger et faire quelque chose de nouveau. Farabi l'avait déjà fait, mais Avicenne est allé plus loin. Il a poussé le truc à son apogée, finalement. Et par rapport à Occam, je trouve que la position d'Avicenne est plus stable, au sens où, philosophiquement, elle est plus
solide, plus massive. Occam, c'est difficile à expliquer, mais le nominalisme, je trouve pas ça convaincant en fait. Le rasoir d'Occam, donc le fait de préférer un argument, même une théorie qui fait intervenir moins de choses complexes qu'une théorie qui fait intervenir plus de choses complexes, si les deux semblent vrais, ça se comprend, mais de la même manière, je trouve pas ça convaincant. En fait, pourquoi est-ce que la simplicité devrait être un critère de vérité ? Moi, je suis désolé, je comprends, hein. C'est sûr que faire intervenir Dieu à tous les coins de rue pour expliquer un truc, c'est pas satisfaisant. Pour autant, est-ce que ça veut dire que si une théorie fait intervenir plus de choses complexes qu'une autre, elle est moins satisfaisante ? Elle est moins vraie ? Je trouve pas. Donc en fait, toutes ces choses-là, en fait, je trouve que Occam, il est moins profond philosophiquement. C'est ça en fait le terme. C'est pas solide, c'est la profondeur. Avicenne a plus de profondeur qu'Occam. S'il y a des Occamiens qui me regardent, et j'en doute très fortement, mais pourquoi pas, ils vont pas être d'accord. Si c'est le cas, insultez-moi dans les commentaires, ça fera du référencement. Mais voilà, Avicenne, pour moi, c'est le plus grand philosophe du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et c'est comme ça. Voilà. Il en faut un, c'est lui.